Nouveau siècle, nouveau lieu. À la Bastille, nous accueillons le 18e. Au départ, simple forteresse, la Bastille est construite dès 1370 pour protéger la porte Saint-Antoine et servir de refuge au roi en cas de colère des Parisiens. Mais ce dernier rôle est tout sauf concluant. En 1413 déjà, les classes populaires parisiennes se soulèvent et la prennent. Et en 1652, les princes de la Fronde, rebelles à l'autorité monarchique, utilisent ces canons pour tirer sur les troupes royales. Alors, au XVIIe siècle, devant tant d'inutilité militaire, le cardinal de Richelieu prend une décision qui va peser sur son destin. La Bastille sera une prison et gare aux ennemis du pouvoir. Nul besoin de jugement pour être interné à la Bastille. Un ordre du roi, une lettre de cachet suffisent amplement. Généralement, les prisonniers, qui ne sont jamais qu'une quarantaine, sont traités avec respect. Il s'agit souvent de jeunes nobliaux en rupture de ban. Et le régime pénitentiaire se montre avec eux des plus complaisants. Ils apportent leurs propres meubles et donnent même des dîners fins. On leur accorde aussi parfois l'autorisation de sortir dans la journée à condition de revenir le soir coucher en prison. Mais tous les prisonniers n'ont pas droit au même régime. Les archives laissent entrevoir des crimes abominables accomplis dans les soubassements de la Bastille. Avis au mauvais sujet. C'est sans jugement qu'ici, on meurt dans le plus grand secret. Au pied de la Bastille, le faubourg Saint-Antoine n'est pas un faubourg comme les autres. Il abrite les artisans pauvres. Ici, ils ont droit de travailler librement, à l'écart des organisations professionnelles. Ébénistes, menuisiers, cordonniers, chapeliers exercent en voisin. Chaque jour, le quartier est parcouru par des paysannes de banlieue qui viennent vendre des œufs ou des légumes. Il y a de redoutables poissonnières, des cantines en plein air où le peuple aime à se retrouver. Cette population miséreuse est toujours prête à exprimer sa colère. C'est elle qui, pour une épidémie de trop, une mauvaise récolte ou une taxe abusive, encourage les artisans à la protestation. Et le mécontentement du petit peuple du faubourg Saint-Antoine va se révéler. Chacun pense que la révolution commence le 14 juillet 1789. C'est une erreur. Elle a débuté 3 mois plus tôt, le 27 avril précisément. Ce jour-là, le faubourg est en ébullition. L'objet de la colère des artisans se nomme Jean-Baptiste Réveillon, propriétaire d'une manufacture de papier peint. Il est établi ici, près de cette fontaine. Réveillon a proposé à la ville de Paris une série de mesures pour lutter contre la pauvreté. Cet économiste improvisé propose de supprimer la taxe perçue sur les marchandises à l'entrée de la ville. On vendra ainsi les produits moins chers. C'est bien, mais il suggère aussi de diminuer les salaires, puisque tout sera meilleur marché. L'ouvrier qui gagne 20 sous devra se contenter de 15 sous par jour avec la réforme Réveillon. La fabrique de papier peint est méthodiquement saccagée. Enfin, la garde intervient. Alors des toits, les révoltés lancent des pierres, des coups de feu éclatent. On relève bientôt 12 morts du côté de la police et plusieurs centaines dans les rangs des insurgés. Le monde vient de basculer. La révolution est en marche. Le 14 juillet 1789, la colère populaire n'est pas retombée. L'odeur de la poudre imprègne encore le faubourg Saint-Antoine. On dit qu'un complot se prépare. Un complot contre qui? Contre les émeutiers? La population veut se défendre des mercenaires, prêts à entrer dans la ville. Il lui faut des armes à feu. Repos. Il y a de la poudre à la Bastille. Prendre la Bastille, personne n'y songe. Mais on veut bien faire main basse sur ses réserves de cartouches et de boulets. Oui, allez, vive la révolution! Allez, vive la Bastille! Calmez-vous, attendez! Calmez-vous, les amis! Je veux parler à un officier. Qu'est-ce que tu veux? Libérez la Bastille! Donne-moi ta parole qu'aucun mal ne sera fait à personne. Tu as ma parole. Je vais en parler au gouverneur.
Monsieur le gouverneur, les révolutionnaires demandent qu'on fasse baisser le pont-levis. Soit. Bien, monsieur le gouverneur. Bientôt, 2 détachements de la garde, chargés de veiller à la sécurité dans la capitale, arrivent. Ils ont changé de camp et viennent se joindre aux émeutiers. Ces soldats aguerris font armer 5 canons pris aux Invalides. Non, pas de parole. Feu à volonté. À mon commandement, feu! 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 Le pont-levis est abaissé. La foule se rue à l'intérieur. Vive la liberté! Cette reddition d'un symbole de l'autorité monarchique provoque un délire de joie. La foule libère les détenus, un peu surprise qu'ils ne soient que 7. 7 malheureux qui n'ont rien d'héroïque combattant de la liberté. Ce sont des petits escrocs et de minables faussaires, mais la force du symbole est là. Alors, on les porte en triomphe. À partir de cet instant, il n'y a plus de retour possible. Dès le 16 juillet, la démolition de la Bastille est ordonnée. 800 ouvriers sont engagés à 25 sous par jour pour abattre ce qui apparaît toujours comme le bastion de la tyrannie. Les pierres serviront à construire le pont de la Concorde. D'autres se transforment en souvenirs héroïques. En effet, un artisan malin les taille aux formes de la forteresse et les vend dans toutes les provinces du pays comme des bibelots sacrés de la liberté. Et avec les chaînes des prisonniers, il confectionne des médailles patriotiques. Les révolutionnaires ont voulu qu'il ne restât rien de la Bastille. Partons pourtant sur les traces de cette forteresse abattue. Dans le métro, tout d'abord, sur le quai de la ligne 5, on voit apparaître ces pierres jaunâtres. Ce sont les fondations d'un mur de la Bastille. Elles ont été mises au jour en 1905, au moment où on creuse le tunnel du métropolitain. Et puis en passant par la bouche de métro, qui fait l'angle avec le boulevard Bourdon, on trouve un autre morceau de mur de la forteresse. Dehors, sur la place, à l'angle du boulevard Henri IV et de la rue Saint-Antoine, ce pavé brun sur le sol indique la position exacte de la forteresse. Un peu plus loin, vers la Seine, le port de l'Arsenal rappelle le fossé de l'enceinte. Certaines de ces vieilles pierres sont des restes de l'édifice militaire. Enfin, au bout du boulevard Henri IV, toujours vers la Seine, on trouve dans un petit square la base de la tour de la Liberté remontée. Voici un vestige d'une des 8 tours de la Bastille, qui a été dégagée lors de la construction du métro. Mais il y a plus émouvant encore, les restes d'une cellule, d'un de ces cachots sordides qui se situaient dans les sous-sols de la forteresse. La cave d'un restaurant du boulevard Henri IV est en fait la base d'un de ces cachots, miraculeusement épargné par la fureur révolutionnaire. Et entre les bouteilles entassées par le restaurateur, on peut croire entendre encore les cris des embastillés et le son des canons du 14 juillet. À moins que ce ne soit les échos d'une autre musique. Figurez-vous que dès le 14 juillet 1790, un an pile après la prise de la Bastille, une grande tente est installée sur les ruines de la forteresse. Devant celle-ci, un écriteau précise « Ici, on danse ». Il s'agit de la naissance d'une tradition qui va perdurer. Le bal du 14 juillet. Et c'est dans les flonflons des bals populaires que l'on fête la première action révolutionnaire. En fait, après la démolition de la forteresse, l'histoire de la place est faite de rendez-vous ratés et de chances manquées, tout au moins sur le plan architectural. Le 16 juin 1792, l'Assemblée législative veut construire une colonne surmontée d'une statue de la Liberté. Un mois plus tard, on pose la première pierre. Mais le projet s'arrête, en butte à des oppositions esthétiques. En 1810, Napoléon veut y créer une fontaine gigantesque, mais étrangement, ce monument doit être un éléphant. Il fera 24 mètres de haut et de l'eau jaillira de sa trompe. Une maquette grandeur nature en plâtre est posée. Après la chute de l'Empire,
Cette figure imposante reste à l'abandon pendant plus de 30 ans. La carcasse finit par être détruite en 1846. Et des ruines du pachyderme s'échappent alors des nuées de rats qui vont terroriser le faubourg Saint-Antoine. En 1833, le roi Louis-Philippe veut lui aussi une colonne au centre de la place en l'honneur des héros tombés lors des Trois Glorieuses, les fameuses journées des 27, 28 et 29 juillet 1830, qui ont vu le roi Charles X chassé du trône au profit d'une monarchie constitutionnelle. Le monument de 54 mètres de haut est inauguré le 28 avril 1840. Mais, tout en haut de la colonne verte, un génie doré répond aux vœux formés par les députés de 1792. Il représente en effet la liberté qui s'envole en brisant ses fers et en semant la lumière.